Ok, bon on va commencer. Déjà bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là donc dans le chapiteau Trotsky pour cette première matinée de l'université d'été de Révolution Permanente. Aujourd'hui, on a la chance de faire discuter ensemble Romaric Gaudin et Juan Shingo. Alors je les présente rapidement, même si je pense que vous êtes déjà familier avec eux. Romaric, tu es journaliste, tu travailles chez Mediapart. Tu t'es chargé surtout de l'économie, en particulier macroéconomie française, et tu as publié il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle La guerre sociale en France, aux sources économiques de l'autoritarisme, de la démocratie autoritaire. Donc des thèmes qui vont particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Juan Shingo, tu es membre de Révolution Permanente, éditorialiste de RP. Tu es aussi auteur de plusieurs livres qu'on a eu la chance de publier aux éditions Communardes. Le premier, Gilets jaunes, le soulèvement, qu'on a publié à l'issue du mouvement des Gilets jaunes. Et le second qui va paraître en fait demain. La victoire était possible. Réflexion stratégique sur la bataille des retraites de 2023. Donc c'est aussi l'occasion d'en discuter aujourd'hui. Et je précise que ce débat donc entre Romaric et Juan fait suite à un premier débat, puisque vous vous êtes tous les deux déjà rencontrés pendant le mouvement des retraites au mois de mars, si je dis pas de bêtises, un peu avant le mois de mars, vu que c'était avant la journée du 7 mars. Ouais. Fin février, où on vous avait fait discuter de la situation politique, du mouvement, de ses potentialités, de ses limites, etc. Et l'entretien figure parmi d'autres textes dans le livre de Juan qu'on vient de publier. Du coup, on va essayer de discuter. Donc, on a appelé ça radicalisation du pouvoir, retour du mouvement ouvrier, leçon de la bataille des retraites. Et on va essayer, donc l'idée c'est que Juan et Romaric discutent une petite heure, et ensuite qu'on ouvre pour les questions, les interventions, etc. Peut-être pour commencer, une première question un peu sur l'état de la situation aujourd'hui et à quelques jours de la rentrée politique, sociale, etc. On vient de vivre quand même ces derniers mois une période assez intense et agitée. Et ça peut être un peu difficile de savoir où est-ce qu'on s'en trouve aujourd'hui. Donc on a eu évidemment le mouvement des retraites, ensuite on a eu la tentative de fermer cette page politique de la part du gouvernement avec toute la discussion autour des 100 jours d'apaisement, etc. Pas de bol, il y a une nouvelle crise qui s'est ouverte avec l'explosion dans les quartiers populaires que vous avez tous suivi. Et puis cet été, on a aussi une crise qui s'est ouverte au Niger, une crise pour l'impérialisme français. Donc la première question que je voulais un peu vous poser, c'est est-ce que la séquence finalement qui s'est ouverte avec le mouvement des retraites, elle est fermée? Est-ce que contrairement à ce que essaye de dire le gouvernement, la victoire sur les retraites est pas plutôt une victoire à la Pyrrhus? Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce point de vue-là en termes de lutte de classe à cette rentrée-là dans les prochaines semaines et les prochains mois? Je sais pas qui veut commencer. Bonjour camarades, bonjour Romaric, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Et désolé toujours avec la langue, je fais le mieux, mais bon. S'il y a quelques camarades qui comprennent mon français, s'il y a quelques camarades qui comprennent mon français, me corrigent pour que l'ensemble de la salle comprenne. Moi, Marina disait si c'est une victoire à la Pyrrhus. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est une victoire de Macron, que c'est, comme je dis, si je viens de sortir un bouquin qui dit que la victoire était possible, qu'il y avait des conditions pour gagner, moi, ça qui me frappe, ça qui me surprend, c'est que Macron, à la fin, arrive à gagner. Et je pense que même si la victoire, on peut être d'accord, même si la victoire du macronisme n'a pas une portée historique, on ne peut pas parler de la victoire à la Thatcher, une victoire qui établit un rapport de force clairement
davantage de plus favorable à la bourgeoisie. Et moi, je pense que la question à parler, c'est pas si c'est à la Pyrrhus ou de quelle façon, sinon la question à parler, c'est pourquoi en achant des conditions très favorables pour, surtout pour une situation del gouvernement très affaibli, pourquoi on n'est pas gagné. Es decir, lo que me surprend, c'est ça, et moi je ne voudrais, es decir, on podría dire à la Pyrrhus, mais la vraie question, c'est que Macron arrive à gagner. Es decir, en des conditions que pendant le moment, il y a eu des moments qu'on pensait que, et surtout, pas moi qui le voyais plus d'un côté plus de la stratégie, mais beaucoup de personnes qui participaient à un moment pensaient que le macronisme était foutu, que était compliqué. Et à la fin, il est fini de s'en sortir. Ça c'est la question. Ça évidemment, ne règle pas de beaucoup de contradictions qui sont dans le macronisme et dans la situation, mais moi, je ne vais pas minimiser qu'il y a eu une victoire, pas de notre camp social. Moi, je pense que là, de plus en plus, de jour à jour qui passe, même avant l'été, les déclarations des directions syndicales disant qu'il y avait une victoire, que les choses... moi, j'étais étonné de la façon que les dirigeants syndicales pensaient que on n'a pas gagné, mais on a gagné quand même. On a établi beaucoup de choses. C'était un politique conscient de dire que, évidemment, parce que la réalité, camarades, c'est qu'une fois de plus, la bataille de retraite, c'est le gouvernement, c'est la bourgeoisie qui l'emporte. Et je pense que le chapeau de cette défaite, il faut le mettre sur les directions syndicales et il faudrait discuter pourquoi on arrive à nouveau à ça. Ça c'est pour ça que moi vraiment, je ne le considère pas, et après, je ne l'aime pas, même si toujours, pour le fait qu'il n'est pas une victoire écrasante de Macron sur le mouvement de masse, etc., c'est pas qu'il a défaité les syndicats qui sont écrasés comme, je sais pas, comme... mais je pense qu'il n'était pas même en condition de faire ça, qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas... pour faire ça. La première, pour répondre rapidement à ça, je dirais ça. Après, ce que c'est intéressant de se plonger, cette année, camarades, nous avons eu la longue bataille de retraite. Après, il n'y a pas presque pas fini cette bataille. On a eu la révolte des quartiers populaires, qui a mis le pouvoir de quelque façon à la défensive, de façon en quelques jours, qui montrait en potentialité. Et on a eu dans l'été même la crise, la situation compliquée de la France après le coup militaire à Niger. Et ça qui me frappe, surtout dans un pays impérialiste comme la France, c'est l'accélération des processus de la lutte de classe, des crises politiques, l'accélération des processus de la lutte de classe, des crises politiques. Cette année, on était habitué à la France que presque toutes les années, il y avait une grosse bataille de classe. Cette année, on a eu deux. Et l'année, il n'est pas encore fini. C'est pour ça que ça me frappe l'accélération. Il faut expliquer cette accélération, que c'est la question plus importante. Moi, je pense quand même que ça correspond à un affaiblissement de l'impérialisme français dans beaucoup de terrains.
surtout dans les échiquiers internationaux. Mais après, dans les plans intérieurs. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. Ça n'arrive, il y a une exceptionnalité française, c'est lié à différentes caractéristiques de l'État. C'est un État, comme on écrivait dans les articles, qu'il est plus puissant, plus réactionnaire. Ça laisse moins l'espace à mécanismes de médiation. Ça s'est accentué avec le néolibéralisme. Mais moi je pense que la France, ils subissent, comme dit Romaric dans le bouquin qu'il a écrit, ils subissent fortement l'offensive néolibérale des années. Mais je pense que la France, c'était un des pays où, pour son caractéristique structurelle, économique, etc., construit après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de choses qu'on a du mal, non seulement du point de vue du mouvement de masse, mais aussi du point de vue de la bourgeoisie, à s'adapter complètement à cette offensive néolibérale. Et ça crée des sursauts permanents. Des sursauts, oui. Des sobresaltos. Des sursauts permanents. Ça se voit qu'il y a quelques filières du capitalisme français, comme le luxe ou des autres, qui se sont intégrées de façon très à l'aise dans les chaînes de valeur internationales et dans l'offensive néolibérale, et pour parler rapide, dans la globalisation, comme ce n'est pas un hasard que les principales fortunes à niveau international, c'est en français. Mais il y a des autres secteurs de l'économie, de l'industrie, etc., qui ont du mal à s'adapter. Et ça, je pense qu'il y a des conséquences aussi. Il faudrait trouver, au-delà de las caractéristiques, parce que pour moi, l'autre élément important, évidemment, c'est la caractéristique du prolétariat français. Mais je pense qu'au-delà aussi des caractéristiques du prolétariat français, je pense qu'il y a des facteurs structurels qui expliquent cette instabilité, ces difficultés à l'hégémonie de la bourgeoisie de façon solide, et ça explique les sursauts qu'on a dans la lutte de classe de façon très souvent, et surtout après 2016. Et je dis, si on prend la séquence 2016, que pour nous, c'est une séquence qui se ouvre et n'est pas encore finie, loin de là, et on est ça qui me frappe de l'année 2023, c'est je répète, l'accélération. Et avec les caractéristiques que je viens de citer. Dernier élément, et pas le moindre de l'importance, c'est la situation qui passe à Niger. Au Niger, pas parce que, évidemment, on soutient un coup d'État, on ne considère pas que ce soit progressiste, etc., mais surtout ce qui nous intéresse à voir, du point de vue, c'est la difficulté de plus en plus importante de l'impérialisme français à se maintenir dans son précaré africain. Et son précaré africain, c'est n'importe quel précaré, c'est un lieu central, et peut-être c'est le lieu où la France l'utilisait pour montrer son force et montrer son statut et son force à niveau international. J'étais en train de lire sur la question de l'Afrique et du Niger, et je tombais sur une citation d'un général, oui, d'un général dans les années 79, Marine va dire. L'Afrique est le seul continent qui soit encore à la mesure de la France, à la portée de ses moyens, le seul où elle peut encore, avec 500 hommes, changer le cours de l'histoire. Ah oui, non, je continue. Ce commentaire de l'ancien ministre des Affaires étrangères Louis de Guiringaud
cité dans un article de l'Express intitulé Giscard l'Africain, fait directement écho aux dernières opérations extérieures menées quelques mois plus tôt. Ça me resulta intéressant parce qu'il montre, c'est un militaire qui parle, qui sait exactement quelle est la capacité de la France de pousser dans la politique internationale. On ne délire pas, non? On parle de façon modeste. Ce n'est pas qu'on délire sur la... C'est moment inciter encore la guerre froide. On ne parle pas qu'on va envoyer des militaires, des opérations, je ne sais pas, à la Pologne, qu'il y avait en ce moment des soulèvements, ou Afghanistan, des choses comme ça. On parlait de façon modeste de la réelle force de la France, et c'est surtout en Afrique où on peut mobiliser quelque chose pour faire passer l'histoire, comme on dit. Et c'est ça qui me frappe, qu'aujourd'hui, ça, il est de plus en plus compliqué. Et même ça, il est de plus en plus compliqué de le faire non seulement de la France, sinon de façon indirecte. Comme c'est avec la CEDAW, qu'il est compliqué pour intervenir en Niger et de quelque façon établir à nouveau la relation privilégiée qu'avait la France avec le gouvernement à Mali. Je pense qu'il faut ça avoir en tête. J'ai fini avec ça. Pour l'émissaire et pour être... Je répète, je suis surpris de l'accélération de l'événement de la lutte de classe, de l'accélération de la crise politique, de l'accélération de la décadence ou de l'affaiblissement de l'impérialisme français. Après, reviendrai ça, quelles conséquences il y a. Mais ça me frappe tout ça aussi, parce que chaque fois que j'ai dit de façon qu'il y a quelques éléments pré-révolutionnaires dans la situation en fonction de ces sources qu'il y avait, je ne sais pas, la majorité des intellectuels de gauche, la majorité même pour ne pas parler de l'élection syndicale de mon dit bon, je suis délirant, je sais pas, peut-être les Argentins ne comprennent rien de ce qui passe en France. Mais moi je pense que en revanche, je pense qu'il y a une vision très noire toujours de la lutte de classe, que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ennemis. France, c'est un pays où il y a la contre-révolution, les ennemis sont très puissants, évidemment, mais jamais se voit les sources qu'il y a dans la lutte de classe comme opportunité pour passer à l'offensive. Et moi, peut-être que j'ai la langue très rapide, mais ce qui me surprend, avec toutes ces choses que vient de dire, que ce n'est pas habituel dans les autres pays impérialistes, que personne n'a dit, bon, en France, il y a passe quelque chose pré-révolutionnaire. On ne parle pas de révolutionnaire, on parle de pré-révolutionnaire, qui est une catégorie que personne aussi ne comprend pas. Mais bon, c'est pour dire que je pense qu'il y a une tendance à minimiser les opportunités que rend la situation. Ça ne signifie pas que c'est facile à gagner, comme on va discuter après. Romaric, comment est-ce que tu vois, donc Juan a donné un peu les éléments plus structurants de la situation française que lui identifie. Il a parlé aussi de spécificité française en relation à l'accélération un peu des processus de lutte de classe. Comment est-ce que toi tu vois tout ça et comment est-ce que tu caractérises la situation qu'on est en train de vivre? Merci de votre invitation. Alors comment dire, la position en fait actuelle après cette séquence de la lutte pour les retraites, enfin pour la défense des retraites, moi je pense qu'il faut la comprendre d'abord en s'intéressant à la situation économique globale et française, parce que ce que l'on connaît depuis 2008 et ce qui s'est accéléré. On parlait d'accélération des mouvements sociaux, et c'est une accélération qui n'est pas que française d'ailleurs. Hein. Je veux dire, on voit quand même des mouvements sociaux renaître, notamment au Royaume-Uni depuis quelques années, et ça c'est quand même un élément qui me semble, et aux États-Unis aussi d'ailleurs, qui me semble intéressant.
Mais cette accélération des mouvements sociaux, elle est parallèle en fait à une sorte de désintégration ou de désagrégation du consensus néolibéral qui avait dominé après les années 70 et qui s'est en fait fracassé sur la crise financière de 2008 et en réalité qui ne cesse de poursuivre sa propre crise, c'est-à-dire que le modèle néolibéral, rapidement, je rappelle ce que moi j'entends par modèle néolibéral, c'est-à-dire que c'est une prise de contrôle de l'État par le capital qui en fait va mettre en place une organisation sociale et économique au service de la production de profits par effectivement des politiques de dérégulation, des politiques de réduction des droits des travailleurs, des politiques qui favorisent la mondialisation, la libéralisation des échanges, etc. Donc cette politique-là, en fait, elle est toujours là. Donc on est toujours en fait dans cette logique-là, sauf qu'elle fonctionne de moins en moins bien. Et ça, on le voit en fait assez clairement par l'évolution de ce qui est le bon thermomètre de cette politique, qui est le taux de croissance, tout bêtement. Et en fait, on voit très bien que le taux de croissance a une tendance à s'affaiblir de plus en plus. Et qu'aujourd'hui, par exemple, en France, quand on fait 1,5% de croissance, on considère qu'on a fait une superbe année. 1,8, c'est le record de 2017. Je crois que c'est 1,8. Non, c'est 2,1. Bon, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Or, en fait, c'est objectivement assez faible. Alors, c'est pas qu'une histoire de taux de croissance. En fait, derrière le taux de croissance, en fait, il y a l'accumulation du capital et le rythme d'accumulation du capital. Donc, en fait, on a une pression au ralentissement de ce rythme d'accumulation qui se caractérise, à mon sens, principalement par la réduction des gains de productivité, c'est-à-dire par la difficulté qu'a le capital à produire de la valeur à partir du travail, pour aller très vite. Cette baisse en fait des gains de productivité, les gains de productivité dans les années 70 par an, c'était autour de 5-6%. Avant la crise sanitaire, c'était en France autour de 1%, aux États-Unis c'était 0%, et depuis la crise sanitaire, les taux sont négatifs. Alors ça veut dire qu'en fait, pour faire de l'accumulation, pour faire de la croissance du profit, eh bien, la seule solution, en fait, c'est de faire pression. Comme on n'a plus le levier de la productivité, la seule solution, en fait, c'est de faire pression sur le monde du travail, c'est-à-dire d'allonger les durées de la journée de travail, d'intensifier le travail, de réduire, évidemment, le salaire horaire. Voilà. Donc, c'est toutes ces politiques-là qui vont qui s'imposent en fait aujourd'hui au capitalisme, avec cette difficulté qui est que, en fait, on gagne pas grand-chose en faisant ces politiques-là, c'est-à-dire qu'en fait, on ne freine pas cette tendance de la productivité, et on ne freine pas en fait la difficulté à produire de la croissance, qui entraîne en fait régulièrement ou des crises, des récessions, ou bien des quasi-récessions comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, où en fait on a une sorte de récession sous-jacente qui est compensée par des contre-tendances qui sont en fait achetées pour la plupart à crédit. Une des contre-tendances, pardon, je fais un grand détour, mais je vais revenir à un autre sujet. Une des contre-tendances importantes, à mon avis, de notre époque aujourd'hui, c'est celle de l'emploi. Vous avez vu, les chiffres de l'emploi sont très bons. Voilà, on crée des emplois, etc. Sauf que le problème, c'est qu'on crée des emplois avec moins de croissance. Donc en fait, ces emplois sont le fruit de la baisse de la productivité. Et donc, effectivement, ces emplois vont être un futur poids pour la rentabilité des entreprises, sauf, évidemment, si on arrive à faire en sorte que ces emplois soient de moins en moins bien payés en termes de salaire horaire, c'est-à-dire qu'on augmente en fait le taux d'exploitation
des gens qui sont embauchés. Et je reviens donc à notre situation, ce qui suppose que effectivement, eh bien, on fasse très fortement pression sur le monde du travail et sur tous ceux qui sont à la marge du monde du travail, c'est-à-dire les chômeurs, les gens qui sont inactifs mais qui sont en possibilité de recherche d'emploi, ce qu'on appelle le halo du chômage. Voilà, toutes ces choses-là, ces gens-là vont avoir une pression pour en fait accepter les emplois qui sont proposés par le système économique et qui sont souvent en fait des emplois assez mal payés ou alors avec des conditions de travail dégradées ou alors avec les deux. Effectivement, c'est ce que l'on voit avec la réforme des retraites qui vise à maintenir une partie de la population en emploi pour faire pression en fait à l'entrée du marché du travail sur ceux qui vont entrer sur le marché du travail. Donc c'est en fait une pression sur les chômeurs et sur ceux qui sont en emploi et qui veulent changer d'emploi. Et puis évidemment les réformes, les deux réformes et peut-être même une troisième de l'assurance chômage avec vraiment une répression très, très forte. Donc il y a en fait une logique de répression sociale et cet épisode de la réforme des retraites, pour moi, elle entre en fait dans cet ensemble-là. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une victoire du pouvoir qui est évidente. Voilà, cette réforme a été approuvée, elle va être mise en place. Donc on ne peut pas dire qu'on a gagné, en fait. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais là où il faut relativiser cette victoire, c'est que en fait, ce ne sont que des victoires temporaires en réalité. Puisque cette tendance que j'ai décrite, elle se poursuit, et là on voit bien, la situation économique est en train de se dégrader, elle se dégrade un peu partout, il n'y a plus ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire cette espèce de la locomotive chinoise qui permettait de maintenir un peu tout le monde hors de l'eau, là c'est terminé. Quant à la croissance américaine, elle est plutôt bonne, mais elle est plutôt tirée par l'industrie de la défense. Donc, c'est pas non plus une très très bonne nouvelle. Donc, et par ailleurs, aux États-Unis, on a le même problème en fait de productivité, même si ça s'est amélioré au deuxième trimestre. On a quand même globalement le même problème de productivité. Donc, en fait, la question reste la même. Et donc, ce que l'on voit, c'est que aujourd'hui, concrètement, le gouvernement français est confronté à un problème très, très, très fort qui est, pour maintenir en fait cette illusion de la croissance ou cette illusion du plein emploi ou du quasi plein emploi que l'on voit actuellement, la seule solution c'est de faire de la répression sociale et de subventionner le secteur privé. Le problème, c'est qu'avec l'inflation et la hausse des taux, la subvention au secteur privé devient de plus en plus difficile à financer, qu'il y a des ruptures au sein même du camp du capital entre le capital financier qui est soumis à cette hausse des taux et qui va demander en fait des gages aux États pour améliorer les comptes publics. Et puis le capital industriel qui, lui, veut continuer à avoir des baisses d'impôts, des subventions et des choses comme ça. Et donc, comment on règle en fait cette espèce de contradiction, d'opposition interne au camp du capital? Finalement, en mettant tout le monde d'accord par une politique encore plus forte de répression sociale. Donc c'est ce qui se prépare en ce moment avec le budget 2024, avec 15 milliards d'économies quand même, dont principalement sur les dépenses de santé et ce qu'on appelle les politiques de l'emploi, donc le soutien à l'emploi et l'assurance chômage. Donc c'est la sécurité sociale en fait qui est mise à contribution pour pouvoir maintenir en fait la politique de soutien au secteur privé tout en rassurant le capital financier. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que malgré cette victoire, il faut repartir en fait en permanence dans une politique de confrontation avec le monde du travail et avec le mouvement social. Donc, d'une certaine façon, on a une victoire qui n'est que, je ne sais pas si c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire temporaire, on va dire. Alors, toutes les victoires, en quelque sorte, sont temporaires, mais
Là, on peut dire vraiment qu'elles sont temporaires, puisque ce que l'on voit, c'est que à peine ont-ils achevé cette réforme, qu'il faut dans le budget, c'est-à-dire 3 mois après, qu'ils repartent en fait à l'offensive contre le monde du travail, que dès cet automne, on va nous demander en fait de nouveaux efforts sur l'assurance chômage, que déjà les rapports du corps montrent que finalement la réforme des retraites ne sera pas suffisant, donc il va falloir peut-être encore se lancer dans une nouvelle phase. Et donc on voit bien que il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déstabilisation en fait complète, et dans laquelle les déstabilisations géopolitiques que l'on a évoquées, à mon avis, entrent. C'est que en fait, le système économique est en voie en fait, de déstabilisation. Le néolibéralisme est en crise profonde, et il ne vous trouve pas d'autre sortie que lui-même. Donc en fait, on est dans une fuite en avant extrêmement dangereuse sur le plan social. Et du coup, j'ai complètement oublié là où on devait arriver, mais peu importe. Ce qui est intéressant du coup, c'est effectivement de prendre la séquence de la réforme des retraites dans ce cadre plus général, en disant effectivement c'est une défaite, mais que cette défaite, de toute façon, deux propositions s'ouvrent à nous. C'est-à-dire que comme cette défaite est temporaire, enfin la victoire plutôt du gouvernement est temporaire, je dirais la lutte continue, la lutte s'ouvre à nouveau. Donc la vraie question c'est est-ce qu'aujourd'hui le monde du travail français est capable de reprendre cette lutte finalement là où il l'avait laissée avec la réforme des retraites, pour pouvoir contester cette fuite en avant plus générale du capitalisme français et international. C'est la vraie question. Est-ce qu'il y a des forces suffisantes pour le faire, des forces, je dirais, en termes social, mais aussi en termes de volonté. Donc ça, peut-être on en parlera après. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait cette déstabilisation économique, elle a des conséquences un peu partout. Et évidemment, elle se traduit aussi par une forme de crise politique qui a été assez forte quand même. Alors, c'est vrai qu'on oublie souvent ce qui s'est passé au cœur de la lutte, mais en février, mars, on avait, ou avril, au moment du 49-3, on avait un gouvernement qui était aux abois qui était absolument aux abois. On avait un gouvernement qui était seul contre tous et qui était dans une crise politique profonde, c'est-à-dire qu'il y avait une crise de légitimité profonde. Cette crise de légitimité, en fait, elle n'a pas disparu parce que Emmanuel Macron a décidé que les 112 jours c'était l'apaisement et que je sais pas quoi, il veut changer de sujet. En fait, cette crise de légitimité, elle est toujours là. Et la question aujourd'hui, elle est toujours là parce que, par ailleurs, la France est un des pays, effectivement, où le mouvement les politiques néolibérales ont toujours été les plus contestées. Et qu'en fait, il y a un rejet. Au-delà du mouvement social, en fait, il y a un rejet massif de la population pour ces politiques. C'est ça, en fait, que disaient les fameuses enquêtes d'opinion sur les retraites, où on voyait 80% des gens qui étaient opposés à la réforme des retraites. En fait, ça voulait dire ça. Ça voulait dire qu'en fait, il y a une immense majorité de la population qui refuse ces politiques néolibérales. Après, c'est la traduction de ce refus de façon politique qui doit aujourd'hui nous intéresser. Et ça, c'est un peu plus complexe parce que, il y a dans le rejet du néolibéralisme, en tout cas en France, il y a toute une myriade de propositions qui sont faites et qui correspondent effectivement à des choix de société complètement différents. Et effectivement, là, il faut parler du danger, évidemment, de l'extrême droite en France. Danger avec lequel ce gouvernement joue, quand même. Il ne faut pas oublier que la stratégie du gouvernement pendant cette séquence de la réforme des retraites et un peu pendant les révoltes urbaines, ça a été de jouer, même beaucoup d'ailleurs pendant les révoltes urbaines, ça a été de jouer en fait une forme d'unité
je mets des guillemets, républicaine avec la droite et l'extrême droite contre toute la gauche. Et quand je dis la gauche, c'est pas révolution permanente, c'est toute la gauche, même la plus modérée, même la plus réformiste, était rejetée en fait dans le camp non républicain en fait. Et ça, c'est une politique qui se comprend parce que effectivement, on voit bien la chose, c'est-à-dire que on essaye de discréditer en fait complètement l'opposition sur la gauche au néolibéralisme pour ne conserver qu'une opposition sur la droite à l'extrême droite que l'on considère pouvoir gérer. Ça, c'est leur problème. Je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de le gérer au final. Mais bon, voilà. Donc il y a cette stratégie politique aussi qu'il va falloir contrer, c'est-à-dire qu'en fait, ce gouvernement, parce qu'il est en crise de légitimité, parce qu'il est en crise face à une crise économique profonde et structurelle qu'il ne sait pas gérer, eh bien, il joue en permanence avec le feu. Et ça, c'est un vrai danger pour la démocratie. Sachant qu'en plus, effectivement, il y a, mais ça je crois qu'on va y revenir aussi, il y a aussi un renforcement de l'autoritarisme dans le pays pour contrer précisément ce refus des réformes qui sont exigées par le capital. Vous avez évoqué beaucoup de questions, mais je pense qu'effectivement c'est important de revenir sur le cadre général et les données à la fois d'un point de vue économique et politique qui permet de comprendre cette tendance française à l'accélération de la lutte de classe sur laquelle vous êtes revenu et qui permet aussi de penser correctement les questions de stratégie sur lesquelles on va revenir dans un instant. Mais d'abord, je voulais, ça fait la transition avec l'idée avec laquelle tu terminais, Romaric, vous poser une question un peu simple parce que une autre question qui a beaucoup occupé les débats cet été et l'actualité politique, c'est les mobilisations des policiers, de la police. Et on a eu tout un tas de discussions à gauche pour savoir de quoi était le nom, cette montée de l'autoritarisme. Est-ce qu'on était finalement en train de basculer dans un changement de régime ou est-ce que finalement ce renforcement autoritaire et puis à la fois aussi le développement et les velléités politiques de la police, c'est quelque chose qui est organique au projet macronien ou pas? Et est-ce que vous pouvez revenir rapidement là-dessus pour qu'on complète le tableau général? Oui. Merci. Primeramente, avant de répondre à ces questions, je podría dire que on podría faire une compromission avec Romaric. Compromission. Un compromis. Un compromis. Les trotskistes ont fait un compromis aussi. Compromission, c'est autre chose. Ah, ok, un compromis. Voilà, un compromis. Ouais. Maintenant, je dis que ça me convient, l'idée d'une victoire temporaire. Parce que c'est l'idée de qu'évidemment, il n'est pas une victoire historique de la classe bourgeoise. Si sa idée pourrait me convenir. Pour dialogar les choses que nous sommes en train de dire. Et que, évidemment, pour que les expliqué très bien Romaric, il y a une tendance encore de la bourgeoisie à devoir, il y a une tendance de la bourgeoisie à devoir frapper encore et avoir des autres victoire temporaire parce que le capitalisme fonctionne comme ça, comme on fait avant, ça je suis totalement d'accord. Pour aller à la question que te posait Marina, moi la tendance que j'ai évoquée dans mon première réponse, c'est-à-dire et l'affaiblissement dans le plan intérieur, comme dans le plan à niveau international de l'impérialisme français, ça signifie qu'il va y avoir de façon récurrente aussi des coupes bonapartistes, des tendances bonapartistes. C'est-à-dire, ça va, s'il y avait plus de consensus social, s'il y avait plus de, s'il n'y aurait pas de crise de légitimité, la besoin de répression, de tendances réactionnaires serait moindre. Ça montre
Es decir, il y a des choses que c'est pas inégal, mais il y a des choses qu'on vient de dire. Lo que je me plongeais plus sur l'affaiblissement de l'impérialisme français, la crise de légitimité que maintenant il est client du macronisme, qui n'est pas évidemment c'est fermé. Toutes mes raisons plus de fond, non, non seulement au niveau de l'exécutif, de la gouvernementale, même si en France l'exécutif concentre tout et c'est de façon très importante, mais il y a des bases structurelles. Ça signifie qu'il y a tendance à des coupes réactionnaires, des tendances bonapartistes fortes de façon importante. Camarades, si je suis en train de dire, la France, c'était un des grandes puissances impérialistes. Peut-être avec les États-Unis, c'est la seule puissance impérialiste qui même il y a une vocation universelle. C'est n'importe quel impérialisme. Ce n'est pas n'importe quel impérialisme. La élite bourgeoise, les élites dirigeantes, etc., se sont faits en tout ça, et on le voit toujours, surtout dans les camps plus pourris de la tendance impérialiste, que, par exemple dans l'Afrique, et sur cette tendance revient tout le temps. En puissance comme ça, camarades, même affaibli, ne se résigne pas. Ne se résigne pas. S'il y a une chose qu'on doit, et ça signifie qu'il doit avoir plus de tendances, soit démographiques, soit démocratiques à la base, non? Que des gens il y ait plus, moins formés pour l'État-nation français, plus préparés à la guerre, etc. Plus tendance, même créée pour le même néolibéralisme, non? Qui a créé beaucoup de tendances à plus de confort, etc., etc., etc. Plus, ça, ils sont des signes de préoccupation pour la bourgeoisie, pour que c'est un pays qui ne se résignera pas à perdre son statut de grande puissance, ou son statut, ou son image, et ça joue un rôle important. Et ça signifie, camarades, qu'il va y avoir toujours des complots, des émeutes policières, évidemment, on train de... Et ça c'est une préoccupation de l'ensemble de la élite bourgeoise, et c'est pour ça qu'on ne peut pas... Ça existe toujours, etc., et je pense que va être plus fort. Va être plus fort parce que... on le voit avec l'impérialisme américain, mais moi, je pense que la France, c'est une des puissances qu'il y a de plus d'expériences contre-révolutionnaires dans le monde, et je ne crois pas que ça va finir d'un mood safe, pour le dire, avec les paroles qui s'utilisent aujourd'hui. Va être très salé, pour dire, très sale, pour dire très... non, sí, salé y sal, les dos. Va être dur. Parce que les puissances impérialistes comme la France ne se résignent pas, et on le voit. Et on le voit aujourd'hui, le principal vecteur de cette tendance réactionnaire, je pense que c'est évidemment la police. Ça se voit, les choses que nous voyons dans les champs policiers, mais c'est une réaction aussi, non? Parce qu'on était obligé par une question pour éviter, après on ne peut pas éviter, mais pour éviter les réponses des quartiers populaires, un policier était obligé à être en tôle. Et ça a généré une réponse réactionnaire énorme. Et ça se voit, il est encouragé pour même le secteur, non seulement évidemment pour le Front National, qui est totalement d'accord avec tout ce que dit la police, mais aussi pour maintenant peut-être un candidat à la présidentielle 2027, que c'est le ministre de l'Intérieur, Darmanin. On voit
on voit qu'il y a tout le temps, et de façon présente, on l'a vu dans l'été, c'était la principale crise politique, c'est comment résoudre cette tendance à l'émeute policière qui n'est pas se développer parce que le ministre a dit presque que oui à tout. Après, ça signifie qu'évidemment, ça va être comme ça, c'est plus compliqué. Il y a eu plus de policiers à garde à vue, ça signifie que sont des choses qui sont des affronts à la police qui sont terribles. Mais moi, avant, on était en train de finir ce bouquin, on a écrit un chapitre sur les révoltes des quartiers populaires et on a mis qu'il y a un prétendance, il y a des éléments à la guerre civile qui viennent surtout de la police. Ça, je pense que c'est un élément qu'il faut avoir très présent. Il faut connaître l'histoire de la France, que c'était pas en 58. Évidemment, il y avait la guerre d'Algérie, était plus, la situation était très grave. Et en ce moment, la force qui avait joué un rôle très réactionnaire, c'était l'armée. Et avec on a fait des faits, il y avait un coup d'État qui n'a pas été un coup d'État totalement sur la forme, parce que c'était la 4e République qui était appliquée complètement comme la 3e avait appliqué avant à Vichy. Moi, je pense que sont des choses c'est dans l'histoire de la France. C'est-à-dire, la 5e République, il a avancé avec il est né avec un couple réactionnaire. Dans les cadres où il y a une crise de légitimité, dans les cadres où il y a un influencement de l'impérialisme français, dans les cadres où il y a une crise de la 5e République, parce que je vois que la 5e République était solide comme régime, pensé par De Gaulle pour maintenir encore le statut de la France comme puissance impérialiste, il commence avec la tripolarisation de la vie politique à être de plus en plus, et surtout avec la crise de représentation de plus aiguë entre les partis et les masses, pour le dire comme ça, il commence à produire de plus en plus. Ça, c'est nouveau, parce que lutte de classe, il y avait aussi en France, mais ce que c'est nouveau, qu'il y a lutte de classe et crise politique. Ce que dit Romaric, pardon, sorry. Lo que dit Romaric. Je suis comme ça, désolé. Lo que dit camarade, c'est de quelques mesures nouveaux aussi, es decir, parce qu'on a eu, par exemple, la lutte de retraite 2010, mais cette combinaison de lutte de classes qui ouvre en crise de légitimité du gouvernement, en crise politique, al déclenchement en 49-3, es decir, en mesure réactionnaire normale de la 5e République, ça c'est nouveau. Lo que me frappe, es decir, pour discuter, c'est il y a eu, comme vient de dire Romaric, vient de dire de façon très correcte, il y a eu une crise de légitimité, et le problème c'est que les organisations du mouvement ouvrier n'ont pas profité de cette occasion pour passer à l'offensive. Ça, il faudrait mettre plus l'accent sur ça. Parce que sinon, es decir, des crises de légitimité dans le capitalisme, oui, il n'y avait pas souvent avant. Il y avait un néolibéralisme plus légitimé. Maintenant, va être là, je dis, il y a lutte de classe, il y a tendance réactionnaire, va y avoir des crises de légitimité de plus en plus importantes. Le problème, c'est le seul élément qui va combler ces crises de légitimité va ser pour la droite, ou va y avoir on va profiter de ces crises de légitimité pour passer à l'offensive. Et ça, c'est la principale discussion et crise et critique qu'on fait à la direction syndicale et même à la direction de l'ensemble de la gauche.
Parce que c'est une discussion longue dans les mouvements ouvriers, c'est pas seulement d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment chaque fois que s'ouvre des moments de crise de légitimité, après on peut discuter l'ampleur. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu une crise de légitimité et on avait en face, je dis, des camps del mouvement ouvrier, des gens qui, en fois de profiter de la crise de légitimité pour faire plier le pouvoir, étaient plus préoccupés pour que la crise de légitimité ne s'approfondisse plus. Elle ne s'approfondisse pas. Non, pas plus. Dans ce sens, avec ça, camarades, je sais pas, la lutte des classes ne fait pas de miracles. Tu vois, avec des dirigeants qui, tout le temps, ils étaient très préoccupés parce qu'il y avait une crise de légitimité, que cette crise ne s'approfondisse pas plus. C'est évident que le résultat, c'est la victoire de Macron. C'est pour ça que je dis que la victoire n'était pas inéluctable. De façon provocative, je dis oui, la victoire était possible. Que c'est une sensation qu'il y avait beaucoup de gens qui manifestaient et faisaient grève en ce moment. Moi, je pense que sont ça, ce type de discussion que... C'est-à-dire, mon différence avec les camarades de gauche ou d'extrême gauche, intellectuelle ou politique, qui dit qu'il y a des tendances réactionnaires, des tendances bonapartistes, même des tendances fascistes. On peut discuter discussion terminologique, mais ce n'est pas ça la vraie discussion. Même si c'est une discussion importante, parce qu'il faut définir les phénomènes de façon scientifique. Mais moi, on parle qu'il y a des phénomènes réactionnaires de façon très importante. Évidemment, le poids de l'extrême droite, comme disait Romaric, c'est évident. Mais la question, c'est si ces tendances sont toujours tous inéluctables. Si ces tendances sont... parce que les présenter de façon inéluctable et jamais mettre l'accent sur la possibilité pour profiter de la crise de légitimité pour donner un coup sur la gauche, pour donner un coup sur la lutte des classes, fait que l'éducation du mouvement de masse, fait que la propagande du mouvement de masse, c'est paralysante. C'est la différence avec les gens qui disent que le fascisme il est très fort. On peut discuter s'il est plus ou moins fort. Mais la question c'est qu'il se présente comme une tendance inéluctable parce que la situation du mouvement de masse, il est toujours, il manque toujours. Oui, il manque de force. Et ça aussi, c'est pas une différence aussi. Mais la question, c'est si on peut avancer la force du mouvement de masse un petit peu plus en avant. Et on le ferait en profitant de que la crise de légitimité qu'il y a donnerait on aurait mis à Macron plus sur la défensive. Si ça aurait fait pour l'action du mouvement de masse, qui aurait frappé de façon correcte le moment qu'il y a eu une crise politique, même si on n'aurait pas gagné, on serait mieux. Et surtout, on avancerait en gymnaste, en expérience du mouvement de masse, qui serait plus réconforté que son action pourrait faire bouger quelque chose au pouvoir. C'est ça la discussion. Précisément parce qu'il y a tendance réactionnaire, mais on ne sont pas inéluctables, camarades. Il se voit, si on discute finalement, même l'émeute de police ou la protestation de la police, c'est pas que tout le régime, même s'ils sont tous évidemment à favor de la police, parce qu'ils ont besoin de ça, parce qu'il y a une crise de légitimité, la façon de comment résoudre ces questions, c'est se voit qu'il y a des contradictions. Parce que le niveau pour le dire comme ça, le niveau de réaction, le niveau de bonapartisme, c'est une discussion dans le régime. Parce que, dernière chose que je voudrais dire, et je m'arrête sur ça, c'est pas un jeu, camarade, c'est pas que la réaction avance, c'est pas un jeu. C'est-à-dire, avancer à un niveau plus fort, plus haut de bonapartisme, c'est un risque aussi.
sans risque que si la force des mouvements de masse ne sont pas éteintes, ne sont pas encore totalement mouillées, ça peut générer une réaction que personne ne s'attend et qui soit plus importante que la tendance réactionnaire venue à générer. C'est pour ça que nous disons que le vrai bonapartisme, les vraies tendances fascistes, il avance après que le mouvement de masse il est foutu. Je dis, c'est pas, on est encore loin dans la France de dire ça. C'est contre cet scepticisme de la classe ouvrière que je m'insurge. Romaric, toi, tu as beaucoup travaillé sur la démocratie autoritaire. Est-ce que tu vois un changement de nature par rapport à ça, dans les tendances qui sont dans la situation, ou comment est-ce que tu lis ces phénomènes-là ? Oui, peut-être revenir un petit peu sur finalement la nature un peu du pouvoir macroniste, qui est dès le départ en fait fondé sur un entre guillemets malentendu. En fait, tout le monde est au courant du malentendu, mais enfin il y a quand même un malentendu, je dirais électoral. Le cœur de la pensée macroniste, c'est l'économie, c'est ces réformes néolibérales. Et d'ailleurs, on voit bien que depuis 2017, il y a eu plusieurs crises. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu la crise de l'inflation. Et Macron a changé beaucoup de choses, mais ce qu'il n'a pas changé, c'est ces réformes néolibérales. Il n'est pas revenu en fait sur les réformes du marché du travail. Il a imposé des réformes supplémentaires et il n'est pas revenu sur les baisses d'impôts sur le capital et les plus fortunés. Donc le cœur de son projet, en fait, c'est ça, c'est d'imposer cet agenda-là. Cet agenda, il est rejeté majoritairement par la population française. On l'a déjà dit, on l'a vu, c'est une évidence. Donc en fait, le projet macroniste, il ne peut pas être majoritaire, et il ne l'est pas en fait. Et en fait, le seul moment où il est majoritaire, c'est quand il se présente comme un choix à deux faces, hein, c'est soit le néolibéralisme, soit effectivement l'extrême droite. Donc effectivement, comme la majorité de la population française rejette encore la perspective d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite, eh bien on fait passer en fait cette réalité, enfin le projet macroniste. Dans une démocratie normale, un pouvoir qui passe comme ça, il serait à peu près, enfin normal, une démocratie saine, on va dire, il serait conscient en fait de ses limites et du fait que son projet n'est pas majoritaire. Et d'ailleurs, il aurait souvent un parlement qui lui rappellerait que son projet n'est pas majoritaire. Ça, c'est dans une démocratie saine, c'est pas en France où en fait le système majoritaire à deux tours au niveau de l'Assemblée nationale. La présence du Sénat qui est, je sais pas, une assemblée qui n'a aucune légitimité, et le fait qu'il y ait des leviers permanents pour l'exécutif de pouvoir gouverner sans majorité parlementaire font qu'en fait on peut imposer un projet économique minoritaire sur une population qui la rejette majoritairement. Donc quand on est dans cette situation-là, la démocratie, telle qu'on vient de la décrire, elle a forcément un revers qui est l'autoritarisme, en fait. Un tel projet économique et social ne peut pas s'imposer sans passer par, en fait, la mise au pas d'une partie de la majorité de la population qui rejette ce projet-là. Donc, dans le pouvoir macroniste, dès le départ, il y a ce ferment autoritaire que l'on a vu se développer au fil des crises. Et donc, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'en fait, c'est un mouvement qui est croissant. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit maintenant ce mouvement-là s'amplifier. Et effectivement, alors il peut, lorsque la situation est un peu plus apaisée, on voit des mouvements un peu... ça retombe un peu. Et puis, dès qu'il y a une crise, en fait, on remonte d'un cran. Effectivement, dans ce cadre-là, les forces de police sont au service de ce projet à la légitimité contestable. Ce qui est effectivement un vrai problème, puisque arrive un moment où les contestations se multipliant,
la légitimité étant de plus en plus faible, eh bien ce pouvoir ne tient que parce qu'il arrive en fait à tenir la rue, donc il ne tient en fait que par l'action des forces de police. Et donc à partir de ce moment-là, c'est très difficile pour lui de maintenir, on va dire, un équilibre dans son rapport aux forces de l'ordre, c'est-à-dire de maintenir, lorsqu'il y a des violences de la part des forces de l'ordre, c'est très difficile pour un régime de ce type de dénoncer en fait ces violences-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ce régime étant minoritaire, de facto, réellement dans le pays, il lui faut trouver en fait des points de majorité. C'est impossible sur le plan économique, et donc il va les trouver ailleurs. Et notamment, il va les trouver sur un thème classique de ce cadre-là, qui est celui de l'ordre, en fait. Et donc, il va essayer d'être le centre, en fait, d'un parti de l'ordre. Donc, en France, en 1848, il y a eu, un peu avant et après les émeutes le soulèvement ouvrier de juin 1848, à la création d'un parti de l'ordre autour d'Adolphe Thiers, qui regroupait en fait tous les opposants au mouvement ouvrier, en fait, au socialisme à l'époque. Voilà. Et finalement, c'est un peu ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, où en fait, on a cette alliance de facto entre les macronistes, la droite traditionnelle, l'extrême droite, et une partie de la social-démocratie, autour de cette notion de sauvegarde de l'ordre. Il rajoute républicain pour se donner bonne conscience, mais enfin, la question, c'est le maintien de cet ordre-là, de cet ordre social. Et évidemment, pour les macronistes, c'est parfait, parce que le maintien de l'ordre social ou de l'ordre dans les rues, etc., c'est aussi le maintien de leur propre politique qui vise à renforcer l'ordre social existant. Et donc ça, c'est un peu un piège, parce que c'est un peu compliqué, en fait, pour rebondir sur ce que Juan vient de dire, c'est que c'est un peu compliqué pour les forces de gauche qui jouent le jeu des institutions de s'opposer à une alliance qui entend défendre l'ordre. Lorsque vous êtes dans les institutions, vous êtes dans l'ordre, en fait. Vous êtes dans l'ordre institutionnel. Donc, c'est un peu un piège aussi, là, de ce point de vue, pour les forces de gauche. C'est un piège conscient, à mon sens, qui fait qu'effectivement, ça oblige les forces qui sont sur la gauche de ce parti de l'ordre à faire des choix qui sont difficiles politiquement, qu'il faut assumer, qui sont des choix complexes, et qui souvent en fait ne sont pas pris. Donc c'est aussi, à mon avis, dans ce cadre-là qu'il faut comprendre l'attitude de l'intersyndicale, qui effectivement, voyant que la stratégie de ces manifestations à répétition fonctionnait d'une certaine façon parce qu'il y avait de la mobilisation, mais ne fonctionnait pas parce que ça ne faisait pas bouger le pouvoir, eh bien, a dû prendre la décision de savoir s'il fallait aller plus loin, c'est-à-dire modifier cette stratégie, trouver d'autres formes de stratégie qui allaient contre l'ordre économique et social existant, ou bien rester dans ce cadre de l'ordre économique et social existant et donc du coup accepter en quelque sorte de facto, même si évidemment il n'accepte pas, on va dire dans les mots, accepter la victoire du pouvoir. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un élément important, c'est-à-dire que ce pouvoir qui manque de légitimité, il va ouvrir en permanence des contre-feux. Et ça, vous le voyez, parce qu'on voit bien que ça rentre dans ce que disait Juan sur le mouvement réactionnaire général de la politique. Mais on voit bien que, par exemple, tout le discours autour du danger wokiste, qui maintenant, en fait, est partagé, c'est pas juste une lubie, en fait, de réactionnaires d'extrême droite.
voilà, les gens en parlent en fait aussi à gauche, au centre gauche, chez les macronistes, voilà. Et ben ça fait partie aussi de ce mouvement-là, c'est-à-dire que on essaye en fait de repousser, de dire que si vous remettez en cause en quelque sorte l'ordre social, c'est-à-dire les réformes que veut imposer le pouvoir, eh bien vous êtes du côté en gros des adversaires de la civilisation pour aller plus très rapidement. Et donc effectivement, bah, après, ça vous oblige à prendre des positions qui sont politiquement, qui peuvent être politiquement coûteuses, qui sont difficiles à accepter, qui le sont d'autant plus que l'on est dans un système médiatique qui surjoue en fait ces débats-là. Et qui les mettent en musique pour pouvoir en fait effectivement repousser tout ce qui est contestation sociale dans le camp en gros de l'anti-civilisation. Et donc je pense que voilà, il y a quelque chose qui est je comprends ce que dit Juan, mais sans vouloir me faire l'avocat du diable, ce ne sont pas des diables par ailleurs, mais pour les forces politiques qui ont joué le jeu, qui jouent le jeu institutionnel, le choix n'est pas si simple en fait. Et donc c'est effectivement c'est un piège qui se referme un peu sur eux. Est-ce que du coup il faut en tirer la conclusion qu'il faut sortir du jeu institutionnel? Ça je sais pas. Ça me dépasse. Hein. C'est des sujets stratégiques importants qu'il faut traiter. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait partie en fait de la difficulté. Là-dessus, il y a 2 points sur lesquels je voudrais continuer pour peut-être pouvoir un peu élargir le débat. Le premier, c'est que effectivement, lorsqu'on en a un pouvoir qui est avec aussi peu de légitimité et qui dépend autant des forces de l'ordre, bah, c'est un pouvoir en fait qui se sent renforcé, mais qui est en fait très fragile. Et qui dépend en fait beaucoup du bon vouloir des forces de l'ordre à le défendre. Et c'est effectivement un élément de déstabilisation qu'il faut regarder de très près. C'est-à-dire que ce parti de l'ordre qu'on essaye de nous présenter comme uni, etc., en fait, il n'est pas uni. Il y a plusieurs tendances et chacun essaye effectivement de pouvoir se saisir du moment pour pouvoir prendre le pouvoir et devenir majoritaire dans le pays. Donc, comme la faiblesse des macronistes, c'est quand même son projet économique qui est rejeté, sa position, en fait, est, je dirais, objectivement extrêmement faible. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont à la merci, en fait, d'une mutinerie des forces de l'ordre, d'un dépassement sur leur droite du débat, voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de se produire. J'avais récemment, c'est au mois de février, j'avais écrit un article sur ce qui s'était passé en Uruguay dans les années 70. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que on voyait ça, c'est-à-dire on voyait une déstabilisation économique et sociale très forte, un pouvoir démocratique, entre guillemets, en tout cas issu des élections, qui dépendait de plus en plus de l'armée et de la police pour maintenir en fait son ordre et sa légitimité. Et puis ça a fini à un moment où la police et l'armée a considéré qu'en fait le pouvoir élu n'était pas assez fort pour pouvoir défendre l'ordre, et donc ils ont assumé eux-mêmes en quelque sorte, même s'ils sont toujours passés par un intermédiaire, mais ils ont assumé en quelque sorte eux-mêmes par un coup d'État le pouvoir. Donc on n'est pas dans cette disposition-là immédiatement en France, évidemment, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête pour pouvoir bien mesurer le danger de la situation. La deuxième chose qui est un peu indépendante de ça, mais pour rebondir sur ce que Juan disait, qui est celle il faut amplifier effectivement le mouvement dans cette situation-là. Oui, il faut amplifier le mouvement, mais ce mouvement lui-même, il a aussi ses propres faiblesses. Je viens de vous en donner une, hein, parce que dans le mouvement social, il y a aussi les forces politiques représentées au Parlement
qui sont soumis à ce chantage à l'ordre que l'on voit. Mais il y a aussi, je veux dire, il y a aussi des contradictions qui sont assez fortes au sein du mouvement. Je pense qu'il faut... je suis d'accord sur le fait que l'intersyndicale n'a pas joué sa carte jusqu'au bout. Il n'avait pas de stratégie alternative une fois la stratégie des manifestations, de la reproduction des manifestations épuisée. Donc ça, c'est certain. Et ça a contribué, ça n'a pas contribué, ça a déclenché, en fait, ça a causé la victoire du macronisme sur la question des retraites, cette absence de stratégie. Et en même temps, si on a eu un mouvement des retraites aussi fort, c'est aussi parce qu'il y a eu une intersyndicale, c'est aussi parce qu'on a eu une unité syndicale qui, à un moment, a pu organiser ces premières manifestations. Le fait qu'ils n'en aient rien fait ensuite, c'est un autre élément. Mais je pense que voilà, il y avait cette contradiction où à la fois le mouvement dépendait de l'intersyndicale, c'était sa force, et en même temps c'était sa faiblesse. C'est-à-dire que cette intersyndicale, finalement, elle ne pouvait pas faire grand-chose de plus que ce qu'elle a fait, parce qu'à l'intérieur, évidemment, il y avait des forces qui avaient des rapports à l'ordre social qui étaient contradictoires. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut aujourd'hui organiser un mouvement social en dépassant cette propre contradiction. Ça, c'est un vrai... moi, j'ai pas de réponse à ça. J'aimerais bien en avoir, mais j'en ai pas. Ça va se jouer, évidemment, sur le terrain. Mais je pense qu'il y a vraiment un élément qui est important là, qui est... Enfin, moi, qui m'a beaucoup frappé, et j'en avais parlé dans la discussion qu'on avait eue déjà au mois de février, c'est qu'on a vraiment un sentiment que le mouvement, une grande partie du mouvement social était dans la passivité, en fait. Évidemment, je ne parle pas d'une grande partie d'entre vous qui n'étaient pas du tout dans cette logique-là, mais la majorité des gens soutenaient le mouvement, mais le soutenaient de façon passive, ou alors en allant de temps en temps à une manif, mais voilà, comme un mouvement, en fait, comme un signe de soutien, en quelque sorte. Et c'est là-dessus aussi que s'est jouée la victoire du macronisme. C'est que, à partir du moment où, en fait, on était dans cette logique où une grande partie de la population regardait de façon passive les événements se dérouler, et où l'intersyndicale n'était pas capable, en fait, de transformer cette approbation passive en quelque chose d'actif, eh bien, il suffisait, en fait, d'attendre l'épuisement. Il suffisait d'attendre les premières violences qu'on organisait, d'ailleurs, plus ou moins, lorsqu'on voulait que ça s'arrête, et d'enclencher ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire le discours sur l'ordre. Le discours sur l'ordre enfin, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'en avril, au moment où le gouvernement était le plus faible, on a eu un changement complet de discours où il n'était plus question des retraites, mais il était question de l'ordre, des émeutes, des black blocs, du nombre de policiers blessés, voilà. Et donc on avait complètement modifié le champ de la discussion. Et à ce moment-là, voilà, ce mouvement-là, il était à mon avis déjà sur la pente de la défaite, quoi, parce que effectivement, ça voulait dire il y avait une identification du mouvement contre les retraites avec le désordre, avec avec la violence, avec toutes ces choses-là, et la passivité de la majorité de la population a fait que il y a eu une ouverture pour pouvoir passer en force. Donc voilà, c'est des questions qui, encore une fois, c'est plus des questions que des réponses. J'ai pas de réponse, mais c'est des questions qui, à mon avis, vont être décisives dans les phases qui viennent.
Pour faire la transition et peut-être pour voir si Rowan tu veux rebondir, parce qu'effectivement ça amène la discussion là, ton intervention Romaric, sur là où je voulais un peu qu'on termine l'échange entre vous deux avant d'ouvrir avec la salle, qui sont les questions de stratégie et de effectivement comment est-ce que face à une situation qui à la fois a été une situation de crise politique extrêmement ouverte, etc., vous êtes revenu sur la crise de légitimité et la crise politique notamment qui s'est ouverte après le recours au 49.3, et à la fois sur le fait que la stratégie de l'intersyndicale était une stratégie, alors vous êtes revenus l'un et l'autre dessus, qui ne pouvait pas mener à la victoire. Juan, tu reviens beaucoup là-dessus dans ton livre sur le fait que c'était une direction qui depuis le départ manquait de détermination et d'une stratégie pour gagner au-delà d'une stratégie de pression parlementaire. Et du coup la question c'est un peu, pour mettre les pieds dans le plat comme tu le faisais un peu, comment on fait et quels sont les points d'appui pour essayer de mettre en place une stratégie alternative. Juan, il y a une idée qui parcourt pas mal ton livre et sur laquelle je voulais t'inviter un peu à revenir, c'est l'existence, tu essayes de retracer un peu dans les dernières mobilisations depuis ces dernières années, depuis 2016, etc., les phénomènes de recomposition subjective, partielle, localisée, etc., au sein de la classe, et comment est-ce que ces secteurs-là qui luttent depuis 2016, etc., sont un point d'appui pour essayer de voir comment penser une stratégie alternative à celle de l'intersyndicale. Est-ce que c'est un élément de réponse un peu aux questions que posait aussi Romaric, ou comment est-ce que toi tu vois le travail de stratégie possible dans les coordonnées de la situation que vous avez rappelée? Oui. Primeramente, ce que disait Romaric sur que la force et les faiblesses du moment étaient évidemment l'intersyndicale. Moi je le dis de la même façon, mais autrement. Parce que il y a quelquefois dans cette formulation à voir comme que l'intersyndicale, il voulait, à différence des années où il y a eu, surtout la CFDT ne participait pas, cette fois-ci, il y a eu un front uni des syndicats. Et évidemment que c'était un point d'appui à la mobilisation. Esa persona fue Lenier, que s'achève parce que moi je considère quand même que la division des syndicats en France et l'existence de, je ne sais pas combien, 8 syndicats, je sais pas, c'est vraiment un élément négatif pour la lutte de classe. C'est pas porque je viens d'un pays où il y a des syndicats unis presque péronistes comme en tel moment, mais je dis, moi, même si les syndicats dans n'importe quel pays sont aujourd'hui des années des organisations qui ne ressemblent pas à l'ensemble de la classe ouvrière, sont minoritaires, même dans les pays où il y a, à différence de la France, un taux de syndicalisation important, moi je serais positif qu'il y aurait un seul central syndical. Par exemple, parce que ça toutes les discussions corporatives, toutes les discussions de je ne sais pas comment dire, de chaque syndicat, même, moi je pense que c'est un élément négatif pour la lutte des classes, et dans ce sens, qu'il y a eu cette unité syndicale, évidemment, a joué un rôle positif. L'explication à ça, pour moi, ce n'est pas la bonne volonté de Berger, o el dúo qu'il faisait avec Philippe Martinez. Moi, je trouve que ça parle de la crise qu'on parlait avant du capitalisme français. Et la crise du dialogue social, la crise de la légitimité, qui obligeait à des gens comme ça à faire l'unité. Et se mettre en avant de la mobilisation. Ça parle de la force de contradiction que des gens qui sont plutôt dans le dialogue social étaient obligés à faire l'accord avec les gauchistes de la CGT
y parcourir l'ensemble del moment. Il ne pouvait pas se séparer parce qu'on avait besoin tous de continuer comme ça, même surtout après 49-3, où il pouvait avoir un brèche que peut-être aurait pu perdre la main à l'intersyndicale. Et la unité de l'intersyndicale, il y a eu différents moments, tu vois, es decir, un moment où il y a eu un rôle qui encourageait la mobilisation, à un moment où la unité de l'intersyndicale se transformait en quelque chose pour stopper la radicalisation de la mobilisation. Moi, je dis, peut-être on dit les mêmes choses, je ne sais pas, en question de faire la polémique pour la polémique, mais parce que oui, c'est un élément positif, comme je l'ai dit, et ce n'est pas seulement pour ce moment. Je pense que, je répète, je pense que ce serait bien qu'il y ait une unification du mouvement syndical en France. Évidemment que c'est une question pas facile, mais c'est une question parce qu'il y a beaucoup d'intérêts d'appareils, beaucoup de choses, de traditions, etc. Mais c'est une spécificité, par exemple, la fragmentation du mouvement syndical, comme c'est le cas de la France, c'est une spécificité de la France. Il y a beaucoup d'autres pays qui il y a moins de fragmentation du camp syndical, non de la classe ouvrière, que c'est un phénomène plus général. Je parle de ça et je répète, je l'explique pour que Berger, je répète, Berger était obligé à être à la tête de la mobilisation. Ça parlait des contradictions qu'il y a du capitalisme français. Ça parle de la potentialité de la situation. Je ne sais pas pour quelle personne, je pense qu'il y a même que se sont obligés, au moment où nous sommes rencontrés, on fait le premier débat avec Romaric, qu'on était à la veille de quand la CFDT parlait de le mot d'ordre était la France à l'arrêt. Ils sont même qu'ils sont obligés à jouer, après pour rien faire de concret, avec les mots de paralysation de la France, et en même temps de limitant que ce n'était pas la paralysation, et tout le temps comme en bureaucratie. La bureaucratie, comme on a dit, des choses pour après écraser dans les faits. Il dit des choses dans les mots et après les écrase dans les faits. On le connaît déjà dans la bureaucratie soviétique que défendant ce qui était la révolution, là, finit pour écraser complètement. La révolution, des choses plus importantes qu'une bataille comme ça. Je parle de ça pour parler, pour expliquer premièrement la question de la intersyndicale et les différents moments qu'il y a eu. Deuxième question, pour la question de la passivité. Évidemment qu'il y a eu, on est tous d'accord, qu'il n'y a pas eu un grève général, qu'il n'y a pas eu une montée de la classe ouvrière, c'est-à-dire un déferlant, que ça, on est tous d'accord. Le problème, c'est comment, pour qué on est arrivé à ça. Moi, pour approfondir les choses même que j'ai dit dans le bouquin, par exemple, nous sommes les deux frappés pour les choses, par exemple, qui viennent de passer dans mon pays, que c'est l'Argentine. Romain a écrit maintenant sur Javier Milei, par exemple, que c'est de façon très correcte. Et moi, pour donner, de penser les choses autrement, vraiment, je parle qu'il y a, précisément pour l'offensive libérale et la réforme libérale, les choses plus négatives, plus pernicieuses pour le mouvement ouvrier, c'est différents niveaux de fragmentation de la classe. Parce que maintenant, on est confronté, la gauche, l'extrême gauche, c'est un phénomène politique qui parle beaucoup de la fragmentation de la classe. La fragmentation de la classe, toujours il y a eu une fragmentation de la classe, c'est pas un phénomène, mais c'est un phénomène de plus en plus important, sinon parce qu'on venait d'un moment où il y a eu une unification de la classe, surtout dans les années où le salariat et le fordisme permettaient plutôt ça.
l'offensive néolibérale a créé une fragmentation de la classe très importante. Moi, si il donne des phénomènes bizarres, des phénomènes ultra-réactionnaires, utilisant des expressions que dice Gramsci, etc., comme c'est Javier Milei en Argentine, par exemple, qui était voté, non seulement était voté dans beaucoup de quartiers, ou même des bidonvilles, où on votait à un personnage réactionnaire, ouvertement réactionnaire, pas un moment de diabolisation, sinon le contraire, comme Javier Milei. Si je compare la fragmentation de la classe en Argentine et la subjectivité que ça donne, hein, et je la compare avec la France, je pense au Canada qu'ici en France, on est évidemment qu'il y a des dégâts générés par le néolibéralisme, mais le fait qu'il y a des valeurs encore communes, ça me frappe énormément. Parce que, par exemple, ce n'est pas dans n'importe quel pays que encore, même si les gens sont droits, ils ont reculé de façon importante, parce que c'est ça le néolibéralisme, et la valeur qu'il y a encore à la question de la retraite, pour moi, c'est une valeur énorme. Que c'est un élément qui peut être, c'est un élément qui peut être, qui a été un élément unifiant de la classe. Ça, c'est très intéressant. En Argentine, les secteurs, je dis pour parler d'un lieu où le néolibéralisme peut-être il avançait plus. La séparation il est plus grande entre les travailleurs qui ont encore droit et les travailleurs qui n'ont pas de droit. Ici en France, il y a un brèche, c'est évident, mais la séparation il est plus importante. Et même les valeurs, ils sont en quelque chose qui se sont distingués ou approuvés. Et ça, c'est une question importante parce que le fait que, je ne sais pas, des secteurs mieux préparés de la classe ouvrière, ou mieux avec plus de droits, ont la même valeur que l'idée de retraite, qu'il faut un moment pas être soumis à pour le dire de façon rapide, l'exploitation capitaliste, qu'il faut un moment pour soi-même, pour la relation de la collectivité, etc. Moi, je trouve que c'est un élément très fort unifiant de la classe. La passivité, oui, il y a une passivité, mais il y a aussi différents grades de passivité, différents grades de passivité, parce que moi je pense que, comme montrer les enquêtes d'opinion, et surtout sur les actifs, lorsque subissent plus l'exploitation du travail, lorsque subissent la question de la réforme de la retraite, qui mettait en discussion les valeurs de la discussion sur le travail sur la exploitation, les parlait beaucoup. Et ça, c'est important que les parle. Ce n'est pas. Ici en France, on a tendance à considérer que c'est la normalité. Ce n'est pas la normalité. Que ce soit concerné, c'est parce que quelquefois, ne les parle pas. Et cette fois-ci, les parlait beaucoup, même si il restait passif. C'était une question que les parlait. Quand j'ai dit le travail de la stratégie, je me base sur ça. Pas pour que la stratégie, camarade, peut d'un jour à l'autre faire un miracle et on va avoir un soulèvement de masse et une révolution. Non, mais la question, c'est qu'il y a des éléments qui... je mets en définition de stratégie que c'est l'idée de partir en situation plus défavorable pour avancer à mieux de créer quelques éléments de pouvoir. Pas créer le double pouvoir ou pas créer la révolution victorieuse, mais créer Et je pense qu'il y a des éléments, pour cet élément, je ne parle pas en général, parce que la stratégie du trotskisme est la correcte, le programme de transition. Non, moi je pense que ça parle de ce que nous sommes en train de parler dans la France. C'est-à-dire,
qu'il y a des éléments de unification de la classe. Là, on peut dire que la unification de l'intersyndicale, en dernière instance, reflétait quelques éléments premièrement, la crise du capitalisme que je vous disais avant. Deuxièmement, de refléter quelquefois que c'était un élément parlant, même pour la base de la CFDT, même pour la base des syndicats de plus, qui s'appelle réformistes ici en France, qu'il y avait plus de conditions qu'en autre moment pour avancer à une unification plus dans les faits. Et que pour ça, évidemment, manque tous les éléments de la stratégie que j'ai développée dans l'article. Par exemple, on ne peut pas jouer avec l'idée de la grève générale sans órganos, ¿no? Sans órganos. Sans nous organiser. Non, sans organes de la grève générale. Ça c'est l'idée, par exemple, qu'on a mis beaucoup l'accent sur les comités d'action. C'est-à-dire, oui, il faut la préparer. Sur ça, il y a le mouvement syndical, la vanguarde du mouvement syndical, il est d'accord, il faut préparer la grève générale. Mais le problème, c'est comment la préparer. Et si tu n'es quoi des organismes ad hoc, si tu ne crées pas des organismes ad hoc pour préparer la grève générale, même l'idée de préparer la grève générale, même l'idée que la grève générale ne se décrète pas, reste dans le vide. Il y a une discussion, et ce moment, et ça, c'est pas de la responsabilité de la direction syndicale. Parce que ça, c'est une tradition de l'avant-garde qu'il y a eu des éléments un autre mouvement social se sont développés un petit peu plus, pas énormément, mais un petit peu plus, et ce mouvement social est développé moins. Et c'est une question qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut revenir et d'écouter à fond, parce que c'est une question que, sinon, ok, les victoires sont temporaires, mais l'accumulation de victoires temporaires va finir par être un défaite important. La question, c'est comment passer dans une situation où il y a, je répète, camarades, c'est pour ça qu'il me convient totalement la question de passivité, parce que je le décrirai plus. Parce qu'il y a quelquefois que la passivité, c'est que les gens sont totalement dans l'anomie, rien, et qui ne parlent rien. Moi, je pense qu'il les parlait. Je pense que la question de retraite les parlait. Et ça, c'est un élément ultra unifiant de la classe, ultra progressiste. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le travail de la stratégie. Il y a eu la politique de l'activité syndicale. Sur ça, on est d'accord, avec toutes les contraintes qui sont dans le régime aujourd'hui, et ça aussi, les contraintes les limites, les contraintes, les obligations de jouer le jeu dans les camps institutionnels. Ils sont obligés à faire. Bon, mais ça, je les comprends, mais c'est son problème. Parce que notre responsabilité, c'est comment, précisément, en se basant en les éléments positifs, progressistes qu'il y a, et je répète, on a tendance en France à peut-être les banaliser comme ça, mais sont des éléments qui permettraient de faire autre chose. Sinon, c'est faux, parce que si vous le comparez avec des autres pays où le libéralisme avançait plus, il y a des difficultés plus structurelles à mobiliser la classe. Et même là, la situation n'est pas pliée. Parce que, par exemple, pour revenir à l'Argentine, une chose que Milei dit, une chose que dit, autre chose qu'il la va appliquer. Moi, je voudrais savoir comment elle va appliquer, parce qu'en Argentine aussi, il y a une tradition, comme se révélait en 2001, etc., de révolte, de émeutes, de grève générale, de lutte de classe. On verra. Et ça aussi, le problème de l'unification de la classe ouvrière devient un problème criant. Mais pour revenir à la France, et ce n'est pas parce que nous sommes en France. Il y a une spécificité qu'il y a des luttes de classe en France. J'ai expliqué les éléments structurels. Mais il y a aussi des éléments subjectifs. Il ne faut pas négliger les éléments subjectifs. Il y a quelques continuités, il y a quelques. Pas de façon très consciente encore, pas de façon qu'il y a des courants organisés de lutte de classe, mais il y a des sédimentations de la lutte de classe après 2016, après les Gilets jaunes, après deux batailles de retraite, après les révoltes des quartiers populaires. Le problème, c'est que sur ça, il y a une seule organisation, il y a quelques représentativités qui essaient de faire un travail sur une stratégie gagnante pour le mouvement ouvrier.
pas pour chercher tout, camarade, pour chercher quelque chose. Moi, je pense, par exemple, que si on pourrait avancer quelquefois à un lieu où il y a une concentration ouvrière comme El Havre, à donner quelques éléments, des éléments d'auto-organisation ouvrière, je pense que ça parlerait à l'ensemble du mouvement ouvrier. C'est pas parce qu'on pense que nous, on est illuminés, avec notre programme, on va passer tout de suite à dépasser à la intersyndicale. On n'est pas très con, pour le dire rapidement, pardon. On connaît, on essaie d'écouter sérieusement les stratégies, même si on est encore, même si l'université aujourd'hui c'est plus grand que l'année dernière, on est encore très petit en fonction de la force qu'on a besoin pour arriver à faire la révolution en France. Mais ça ne valide pas d'écouter scientifiquement, de façon passionnée, les éléments de la stratégie qu'on essaie d'écouter aujourd'hui. C'est de ce point de vue que j'essaie de donner ces éléments. Moi, je pense, pour résumer, pourquoi gagner Macron? Parce qu'il y avait plus de détermination, camarade. Le problème est que de l'intersyndicale, je n'espère rien. Mais le problème, c'est on construirait nous, et ça, c'est à la portée de nous, de quelques éléments conscients. On aurait la possibilité de créer des éléments d'avant-garde qui ont la détermination de Macron. Moi, je pense, Lénine disait, donnez-moi, avant la révolution, donnez-moi un parti, je changerai la face de la Russie. Il avait le parti bolchevique, nous, personne n'est là. Mais je dis, donnez-moi en vanguarde, avec des stratégies déterminées, je pense que vous pouvez changer la donne de la France. Et ça, c'est une bataille, gagner la bataille de retraite, ce n'était pas à notre portée. Mais gagner ces batailles, moi je pense que c'est à notre portée et les autres. Je ne dis pas, quand je dis nous, je ne parle pas seulement de l'RP, je parle de tous ceux qui sont d'accord qu'on a besoin des secteurs d'avant-garde qui organisent l'ensemble, qui commencent à organiser l'ensemble de la classe avec une stratégie d'auto-organisation, avec un programme, parce que la passivité se rompt avec des éléments de programme. Et la passivité, pour moi, se rompt pour ça. Et surtout, avec la détermination. Et je pense, camarades, que dans ce moment où il commence à avoir un secteur comme ça, je pense que la lutte de classe pourrait parler de façon plus forte en France et dans le monde. Romaric, est-ce que tu veux réagir Ok. Bon, on ouvre, on a un peu chamboulé la trame qu'on avait prévue au départ parce que c'était dense. On a au moins une demi-heure là d'échange avec la salle, donc n'hésitez pas. Et comme n'hésitez pas, mais du coup inscrivez-vous en venant discuter avec le micro, je pense, parce que sinon tout le monde vous entendra pas forcément.